Bonjour Maître Nathalie Buquet. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes l'une des avocates de l'association de protection de l'enfance Innocence en danger. Alors la France est désormais touchée de plein fouet par cette affaire Epstein. Toute la question c'est de savoir dans quelle ampleur. D'abord, comment réagissez-vous à ces propos de Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement hier à la sortie du Conseil des ministres, qui invite toutes les victimes à se rapprocher de la justice? Est-ce qu'elle n'a pas un peu de retard par rapport à certains témoignages que vous avez déjà convoqués depuis plusieurs années? Oui, alors je pense que la réaction de la porte-parole du gouvernement, elle vient un petit peu à rebond avec les premières déclarations de notre président de la République qui avait indiqué que c'était une affaire qui était qui concernait plutôt la justice américaine. Propos, moi, qui m'avait choqué, que j'avais trouvé irresponsable compte tenu de ce qu'on entend ces derniers jours. Je pense qu'il n'y a pas de nationalité en matière de protection de l'enfance. On sait qu'au cœur de cette affaire Epstein, on a d'exploitation sexuelle de mineurs. Et dès lors que ça fait déjà plusieurs années qu'on sait qu'il y a des ramifications avec notre territoire français, tant au regard des victimes, tant au regard des auteurs, qu'au regard de ce qui aurait pu se passer sur notre territoire. Et puis ça a été confirmé par l'implication de M. Eden sur de la consultation d'images pédopornographiques. On ne pouvait pas dire que c'est une affaire qui concernait que la justice américaine. Donc je me réjouis que la position du gouvernement évolue dans une prise en compte de l'ampleur de cette affaire. Précisons que Fabrice Eden réagit hier soir dans le cadre d'un communiqué publié par son avocat, dans lequel il nie en bloc toutes les accusations qui ont été posées qui lui sont opposées, et il bénéficie évidemment de la présomption d'innocence à ce stade, en tous les cas, de l'enquête, bien entendu. Alors, à chaque jour, son nouveau témoignage. On a donc le nom de ce haut diplomate qui revient dans les documents. On a également cette plainte déposée cette semaine par une ancienne mannequin suédoise, Ebba Karlsson, qui accuse un proche d'Epstein, le chasseur de mannequins Daniel Siad, de l'avoir violé. Un homme qui donc est suspecté d'être recruteur de Jeffrey Epstein. D'abord, la question qu'on se pose, c'est quand même de se dire jusqu'où ira cette affaire. Et on l'a dit, à chaque jour, il y a de nouveaux noms qui sortent. Que vous inspire, vous, en tant qu'avocate, justement, avocate de victimes, tous ces nouveaux rebondissements? Alors, je ne suis pas surprise qu'on ait des nouveaux rebondissements. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on sollicite une enquête approfondie. C'est la raison pour laquelle, dès 2019, dès lors qu'on avait l'information que M. Epstein était venu sur le territoire français avant d'être interpellé aux États-Unis, on avait interpellé la justice française pour qu'il y ait une enquête. On déplore qu'à l'issue de la mort, avec la mort de M. Brunel, toutes les investigations se sont arrêtées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de transparence, on a besoin de savoir si tous les actes d'enquête pour déterminer les crimes qui auraient pu, ou l'exploitation sexuelle de mineurs qui aurait pu y avoir en France, est-ce qu'il y avait eu d'autres complices? Est-ce que des personnes savaient et n'ont pas dénoncé? Est-ce que nous avons des victimes qui n'ont pas été identifiées? C'est important, ça. Et c'est le ministre des Affaires étrangères lui-même qui dit qu'il n'est pas exclu que d'autres noms sortent dans les jours, dans les semaines à venir. Quelle est, votre intime conviction? Vous avez le sentiment que cette affaire, elle est encore plus large que cela? Je pense qu'elle est encore plus large, si vous voulez, compte tenu déjà des condamnations dont avait écopé M. Epstein sur le territoire américain. On sait qu'il y avait une exploitation sexuelle extrêmement importante. On sait qu'il a agi dans plusieurs endroits. On ne peut pas penser, alors qu'il séjournait à plusieurs reprises en France depuis plusieurs années, qu'il avait un bien à Paris, que même une victime américaine avait indiqué au moment de ces affaires américaines, elle avait indiqué qu'elle elle-même voyageait à Paris et qu'à cette occasion, il y avait une exploitation sexuelle. Donc déjà, on a un témoignage qui vient accréditer le fait que sur notre territoire, il y aurait eu de l'exploitation sexuelle de mineurs. Est-ce que vous pensez à des noms en particulier lorsque vous dites que cette affaire est probablement encore plus large? Oh non, je peux pas donner de nom, j'en ai pas. Et puis si je les avais, j'aurais fait probablement moi-même un signalement ou par l'intermédiaire de notre association. Non, je peux pas vous dire que j'ai des noms sur des personnes qui seraient impliquées. Non, ça. Est-ce que vous croyez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il dit qu'il se dit effaré justement de découvrir que le nom de ce haut diplomate français figure dans les dossiers? Je n'ai pas d'appréciation à avoir, si vous voulez. Pour moi, en tout cas, dans la chronologie, il est informé d'une situation, il fait un article 40. Bon, voilà, c'était le minimum qu'il puisse faire.
toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a aussi dans cet article 40. Est-ce qu'il s'agit juste de dire le nom de monsieur Eden est mentionné et dès lors, je sollicite l'ouverture je signale auprès du parquet. Est-ce qu'il détaille... L'article 40 qui donc entraîne mécaniquement l'ouverture d'une enquête. Non, pas du tout. On porte à la connaissance du procureur de la République des éléments qui laissent à penser qu'il y a eu la commission d'une infraction. Et ensuite, il appartient au parquet d'ouvrir ou pas une enquête ou une information judiciaire. Donc, à l'instant T, l'article 40, le signalement qu'on évoque, il n'a pas ouvert une enquête. Est-ce que vous estimez que les autorités françaises, justement, par exemple dans le cas donc de ce diplomate dont nous parlons, est-ce que les autorités françaises ont fauté justement en ne renvoyant pas ce diplomate lorsque, les premiers signalements sont apparus dès 2019 en réalité? Ah mais c'est pire que ça, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'une faute professionnelle. C'est pas l'histoire de le virer. Non, il aurait fallu, dès lors qu'on a cette information par le FBI, que ce monsieur soit poursuivi pour l'infraction de consultation d'images pédopornographiques, puisque c'est de ça dont on a l'air de parler. Mais encore une fois, moi je rebondis sur les éléments qui sont dans la presse. Mais si c'était bien ça, effectivement, on aurait pu le poursuivre. Et il aurait dû être condamné pour ça. Et ensuite, il aurait dû y avoir évidemment des sanctions disciplinaires et puis jusqu'à le sanctionner sur son emploi. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est pas seulement une faute professionnelle. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre, et c'est là où les mentalités doivent évoluer, c'est qu'il n'y a pas de simple consultation d'images pédopornographiques. Parce que, je le rappelle, et je le fais parce que c'est important en ma qualité d'avocat de protection de l'enfance, c'est de dire qu'on ne peut pas minimiser ces infractions, parce que quand on consulte ces fichiers, derrière ces fichiers, vous avez des enfants qui ont été violés, qui ont été agressés sexuellement, ce sont des vies qui sont brisées. Il ne s'agit pas seulement de consulter, et c'est pas virtuel, ça fait des années qu'on le dit, ça fait de plus en plus aujourd'hui les juridictions ont des condamnations qui sont de plus en plus fermes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus entendre qu'il y aurait une espèce d'impunité parce que ce serait un écart de conduite. Je le dis bien, c'est une infraction et aujourd'hui dans tous les cas, qui doit être poursuivie et sanctionnée. L'hebdomadaire Marianne révèle cette semaine qu'en réalité, la justice française était en possession d'un certain nombre de correspondances, de mails échangés avec Jeffrey Epstein depuis en réalité 2019, donc depuis 6 ans, alors même que l'enquête de la police judiciaire, et vous l'avez évoqué, s'est arrêtée en 2022 au moment de la mort de M. Brunel. Vous dites cette enquête judiciaire, d'abord, elle n'aurait jamais dû être fermée. Alors, nous, on pense qu'il y avait des éléments pour creuser. Alors, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on sollicite de pouvoir accéder à l'ensemble de cette enquête, qui est une énorme enquête, donc pour vérifier ce qui a été fait. J'ai repris un peu la chronologie. On a le décès de M. Brunel en 2022. Et on a la clôture de cette information judiciaire en 2023. Donc j'aurais bien aimé, c'est vrai que, et c'est là aussi où on attend quelque part une forme de transparence de la part du parquet de Paris, c'est de se dire quels actes d'enquête ont été menés, et en fonction de ces actes d'enquête, nous n'avons pas pu établir qu'il y avait eu d'autres infractions commises en France, avec des auteurs qui seraient encore vivants, puisque dans ce dossier, à l'instant T, sur les personnes qu'on connaissait, il n'y avait que des personnes décédées. Mais la révélation de ces fichiers américains, malheureusement, j'ai envie de vous dire, démontre que si on avait creusé un peu plus, on aurait probablement pu découvrir d'autres auteurs, notamment cette personne-là, M. Diad, contre lequel une plainte a été déposée. Elle a été déposée cette semaine, encore une fois, donc par cette mannequin suédoise, Ebba Carlsson, justement, qui porte plainte quand même pour viol et pour traite d'êtres humains contre ce rabatteur présumé de Jeffrey Epstein. Pourquoi, justement, au regard de ce que vous dites, pourquoi cette enquête, d'abord, elle n'a pas été rouverte à ce stade? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait déjà? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été rouvert déjà beaucoup plus tôt, en réalité? Ça, j'ai pas la réponse. Quant à aujourd'hui l'absence, j'ai envie de vous dire, de réponse pour le moment des autorités judiciaires françaises, je pense qu'elles prennent le temps de l'analyse. Vous savez, c'est un dossier sur lequel c'est extrêmement compliqué de savoir le cadre juridique dans lequel on va évoluer. Est-ce qu'on va avoir une enquête cadre, si vous voulez, qui va vraiment essayer d'ouvrir de la manière la plus large possible? Il faut quand même rappeler qu'on est dans un état de droit, que le parquet de Paris n'est pas compétent pour se saisir sur l'ensemble du territoire
territoire national. Donc je pense qu'à l'instant T, je ne peux pas croire que le parquet de Paris ne va pas enquêter. C'est impossible. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, toutes les révélations, ces plaintes qui ont été déposées, ce signalement qui a été effectué, sincèrement, je crois pouvoir dire que de manière certaine, à un moment donné, on aura une ouverture d'enquête. Maintenant, reste à déterminer le cadre. Reste à déterminer le cadre et reste à déterminer également ce que l'on va découvrir, à quoi ça va servir finalement cette enquête. Qu'est-ce que vous espérez justement trouver, obtenir dans le cadre d'une telle enquête? En toute sincérité, je préférerais qu'on ne découvre rien, mais en toute objectivité par rapport aux éléments qu'on entend, je pense qu'on pourrait découvrir qu'il y a eu de l'exploitation sexuelle en France, notamment sur les divers lieux où pouvait se rendre M. Epstein. J'aimerais bien aussi qu'on puisse exploiter ce qui avait été à un moment donné évoqué par la justice américaine, qui était les Black Books, où M. Epstein donnait des contacts, notamment avec Paris, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une victime sur le sol américain qui avait évoqué le fait qu'elle voyageait à Paris. Donc, ce que j'aimerais savoir, par exemple, c'est est-ce que tous les registres de vol ont été exploités? Est-ce que connaître l'identité des personnes qui ont voyagé à bord de ce jet qui était le Lolita, etc., pour savoir est-ce qu'il y avait des enfants, qui étaient présents, des Français, pas des Français, où est-ce qu'il a séjourné exactement? J'ai du mal à croire, alors qu'on connaît, pardonnez-moi cette expression, mais le pédigré de M. Epstein. Penser que lorsqu'il arrive en France, il regarde les mouches voler, honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde. Quand on a un profil comme ça d'une personne qui a quand même réduit à de l'esclavage sexuel des dizaines et des dizaines de jeunes filles, comment penser qu'en France, il s'arrêtait? Ça me paraît inenvisageable, ça me paraît inaudible. Et ça l'est d'autant moins lorsque l'on découvre notamment le contenu, si j'ose dire, de son appartement parisien, avec notamment cette salle de massage, avec des photos de femmes dénudées, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut de nouvelles perquisitions dans cet appartement, qu'il a été déjà en 2019 à l'époque? Ça, je ne peux pas vous dire. Il faudrait voir aujourd'hui ce qui avait été saisi à l'époque. On avait, ce que je sais, c'est que la plupart de ces lieux fréquentés par Epstein, et notamment sur son appartement, on avait beaucoup de vidéos. On avait beaucoup de caméras, pardon. Et donc, la question se pose de savoir, est-ce que toutes les images ont été saisies? Est-ce qu'elles ont été exploitées? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui s'est passé dans cet appartement, justement, du 22 avenue Foch à Paris? Non, je n'en sais rien. En tous les cas, vous dites oui, il y a des choses peut-être à découvrir, il y a peut-être une perquisition à faire à nouveau. Alors, à l'instant T, vu le nombre d'années qui se sont écoulées, j'ai envie de vous dire que de toute façon, s'il y avait des preuves compromettantes, j'ai la faiblesse de penser qu'elles n'y sont plus de toute façon. Je pense qu'il est trop tard pour en tant que tel, une perquisition de cet appartement. Je ne suis pas sûre que ça soit l'acte d'enquête à mener le plus rapidement possible, entre guillemets, parce que ça a déjà été fait. Et quelles sont les prochaines étapes judiciaires pour vous, justement, avec votre association? Alors, nous attendons effectivement de savoir dans quelle mesure le parquet de Paris va se saisir de cette affaire. Est-ce qu'il va ouvrir des enquêtes individuelles au regard des plaintes qui ont été déposées? Est-ce qu'ils vont ouvrir ou une enquête cadre où on va viser, par exemple, de l'exploitation sexuelle de mineurs, ou de la prostitution de mineurs? Je ne sais pas, afin de découvrir... Est-ce qu'il y a eu des faits de viol ou d'agression sexuelle dans cet appartement? Est-ce que nous avons des victimes françaises? Est-ce que nous avons des personnes qui étaient informées des actes pédocriminels auxquels s'adonnaient M. Epstein, M. Brunel et d'autres qu'on pourrait déterminer? Ils n'ont pas parlé, parce que ça aussi, c'est une infraction et il faut le rappeler. Voilà. Et nous restons aussi attentifs et nous le disons, que la parole, que chaque victime, sa parole compte, que nous sommes là aussi pour peut-être accueillir dans un premier temps cette parole, parce que vous avez des personnes qui n'osent pas parler, et le cas échéant, nous-mêmes, de faire des signalements pour informer le parquet de Paris des éventuelles informations. Justement, maître, vous disiez il y a quelques jours avoir reçu encore ces jours-ci des dizaines de mails, en tout cas une dizaine de mails de victimes qui justement vous contactent. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement sur ce que vous disent ces Alors, victimes? j'ai pas évoqué une dizaine de mails, j'ai évoqué quelques témoignages qui nous avaient donc été adressés. L'un de vos confrères parlait d'une dizaine de mails. D'accord. Alors, ce que nous avons reçu comme témoignages aujourd'hui doivent être vérifiés. Évidemment, on les réoriente vers les services de police parce que il me paraît essentiel qu'ils puissent être entendus. Après, il appartient à l'autorité judiciaire de continuer d'investiguer ou pas. À l'instant T, je ne peux pas vous dire qu'on a eu des victimes directes qui nous ont contactés pour nous dire « j'ai été victime et je n'ose pas parler ».
Voilà, ça c'est quelque chose que je peux vous affirmer aujourd'hui. En tous les cas, vous invitez, j'imagine, toutes ces personnes à se rapprocher de la justice. Vous avez le sentiment que vous qui travaillez justement pour soutenir, pour aider les victimes, notamment dans les démarches administratives et surtout judiciaires, vous avez le sentiment que la parole se délie malgré tout? La parole se délie, je sais pas. Moi, je pense que pour les victimes, c'est extrêmement compliqué. C'est une affaire qui est traitée d'un point de vue médiatique de manière extrêmement importante. Aujourd'hui, si on fait le calcul, ce sont si c'était des jeunes filles qui avaient 15-16 ans, aujourd'hui, ce sont probablement des femmes qui sont mariées, qui ont leur vie. On le sait, c'est les profils des victimes, en tout cas américaines, celles qu'on connaît, puisqu'il a été condamné pour ça. C'était des jeunes filles qui étaient dans un état de précarité, donc qui recevaient de l'argent. Évidemment, elles étaient achetées. Et je pense que pour un certain nombre, c'est difficile de parler. Et puis, quand on voit le traitement de cette affaire, on peut se dire quel intérêt je vais avoir à dévoiler tout ça, alors même que les personnes impliquées ne seraient peut-être pas inquiétées. Et c'est pour ça aussi qu'on attend vraiment un signal fort de la justice, de dire il n'y a pas d'impunité en France. Dernière question, très rapidement, en quelques secondes. Est-ce que vous pensez que l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire est nécessaire ? Je ne la trouve pas pertinente. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la priorité absolue, c'est d'ouvrir une enquête, parce que la justice pourra sanctionner. Une enquête parlementaire ne pourra en fait que auditionner certaines personnes et peut-être venir nous dire qu'il y a eu des dysfonctionnements. Je pense que la création d'une commission d'enquête pourrait être intéressante justement pour étudier, si vous voulez, la réponse judiciaire et la manière dont ça a été traité entre 2019 et 2023. Là, ça pourrait être intéressant pour se dire, est-ce qu'il y a eu un loupé? Est-ce qu'on aurait dû continuer ou pas? Merci, maître Nathalie Buquet. Merci d'avoir été avec nous. On continue évidemment de suivre cette affaire de près dans les pages du Figaro et sur le Figaro.